Donc ToFlow, c'est un outil de modélisation hydrodynamique 1D et 2D qui existe depuis assez longtemps, hein, qui est développé depuis une quarantaine d'années, qui est assez connu dans le monde francophone, mais pas forcément beaucoup bien euh, très utilisé en France notamment. Donc nous, on essaye un peu d'avancer l'usage. En termes de capacité, je présente deux, trois diapos sur les possibilités offertes par l'outil, puis on bascule ensuite sur le cas pratique. Globalement, il va regrouper. Alors là, on parle une des deux branches de produits ToFlow, celui qu'on appelle HPC, calcul haute performance. Donc, il regroupe toutes les capacités d'un modèle hydrodynamique 1D, 2D classique. En termes de fonctionnalité, il sera assez similaire à ce que Vecras notamment est en train d'atteindre avec l'intégration des réseaux. Donc, on peut faire de la modélisation 2D ruissellement et cours d'eau. On peut faire des calculs en réseau via une approche 1D avec récemment un ajout assez intéressant, c'est l'intégration du solver Swim au sein de ToFlow. Donc, on peut faire des modélisations intégrées, un D, 2D assez complète euh, avec l'outil. Une des grandes forces de ToFlow, notamment sur la partie 2D, c'est la performance. On a des performances qui sont très intéressantes sur le calcul 2D qui permettent de modéliser des grandes surfaces avec des niveaux de détail assez fins via notamment l'utilisation des calculs sur carte graphique, sur GPU. On verra un petit peu les spécificités pardon, de ce truc-là. Et aussi une fonctionnalité qu'on trouve également sur Ecras, c'est l'approche inframile, le subgrid sampling, qui permet sur le maillage de calcul 2D de représenter les détails de la topographie à une échelle inférieure à la taille des cellules. Donc ça change pas mal la donne sur le niveau de précision des modèles. Ça demande aussi d'adapter un peu les méthodes de construction des modèles. En tout cas, c'est quelque chose d'assez performant et qui permet de modéliser assez précisément les choses. Cette approche inframile, notamment, nous a conduit, nous, chez Surface Libre, dans la partie études, à ne plus faire, quasiment plus faire de modélisation 1D en cours d'eau, puisque le 2D, même avec des grandes mailles, tirera partie de la topographie du cours d'eau. Donc, on peut se permettre maintenant de faire des modèles 2D à très grande échelle, et y compris dans le cours d'eau. Je vous passerai le petit diapo si ça vous intéresse. On va passer au cas pratique pour que je ne retienne pas tout le monde. Et, en tout cas, on aura une petite session de questions-réponses à la fin par rapport au cas pratique. Donc, à nouveau, bienvenue aux derniers arrivants. Désolé pour le petit cafouillage de l'événement LinkedIn, mais a priori, je commence à retrouver un peu du monde. À nouveau, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à m'interrompre, à soit me poser une question avec le micro, soit à poser une question directement dans le chat. Je l'ai sous les yeux, donc s'il y a quelque chose de pas clair sur la méthodologie, n'hésitez pas à m'en parler. Donc, on va passer directement à notre petit cas pratique. Donc, j'ai triché un petit peu, j'ai commencé à préparer quand même quelques données pour que ce soit pas laborieux. Vous verrez que la construction de modèles peut être assez rapide, mais c'est bien d'avoir un petit peu préparé les choses. Donc ici, j'ai regroupé des données sur un petit secteur test sur lequel on va vouloir tester du ruissellement. Donc, le point de départ en termes de données, ça va être toujours de disposer d'un modèle numérique de terrain. Donc ici, j'ai récupéré plusieurs dalles du LiDAR HD, quelque chose de données assez récente, qui est très propre. Donc ici, on a les dalles qui seront exploitées dans la modélisation. Sur le ruissellement, on a une importance prépondérante de l'occupation des sols, tant sur l'aspect rugosité, qui sera vu par le modèle de ruissellement, que sur la production, calcul des pertes, des infiltrations au niveau de l'hydrologie. Ici, je suis allé chercher, on est sur un secteur en Rhône-Alpes. Là, je suis sur un MNT d'1 mètre. Ici, pour répondre à la question de Pascal en commentaire, je suis sur un MNT d'1 mètre. On travaille maintenant de plus en plus régulièrement avec des lidars à 50 cm.
Là, typiquement, ce truc-là, est issu des SMIC points classifiés que j'ai récupérés directement sur le site du LiDAR HD. Donc j'aurais pu aussi bien traiter mes dalles pour récupérer, pour générer un LiDAR à 50 centimètres. On verra aussi que c'est assez simple de superposer les sources de données, potentiellement travailler avec des grilles, des altimétries, avec des grilles avec des résolutions d'1 mètre à 2 mètres, et pourquoi pas localement d'ajouter une bathymétrie à 50 centimètres, voire 20 centimètres de résolution. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. Donc, point de départ, on a notre MNT, on va avoir une occupation des sols. Ici, c'est l'OSCOM. Si on zoome un peu, c'est assez précis. On voit qu'on a tracé de certaines routes. On voit qu'on a tout ce qui va être surface agricole, cours d'eau, etc. Donc, ça, c'est plutôt un bon point de départ pour travailler. Ensuite, avant que je démarre vraiment dans on va dire la partie vraiment pratique, à quoi va ressembler un modèle TouFlow? Là où TouFlow va différer de la majorité des logiciels de modélisation, c'est que techniquement, de base, il n'a pas d'interface. En tout cas, il n'en a pas besoin. Un modèle TouFlow, ça va être un certain nombre de composants qui vont être dans un répertoire. Ici, je vous affiche un répertoire type TouFlow. La structure des répertoires n'est pas imposée. Elle est conseillée par l'éditeur. Ça permet à tout le monde d'avoir une base commune et ça peut simplifier un peu les traitements. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un modèle TouFlow? On va retrouver des éléments relatifs à nos simulations. Le point de départ, c'est un fichier de configuration, TCF. La source d'occupation des sols, c'est l'OSCOM. Occupation des sols à l'échelle communale produite, alors pas sur toutes les régions. Pardon, je saute un peu du coq à l'âne, mais je réponds à la question. On l'a disponible en Rhône-Alpes, je crois qu'il y a d'autres régions qui l'ont, et sinon on peut aussi travailler avec l'occupation des sols grande échelle de l'hygiène, le CSGE. Merci Pascal. Et on peut très bien aussi produire soi-même sa source d'occupation des sols via une classification semi-automatique basée sur l'orthophoto et l'intégrer dans TouFlow. Vous verrez que c'est assez souple de ce point de vue-là. Donc pour revenir sur la structure de mes modèles, on aura un certain nombre de fichiers texte, donc des fichiers de configuration, qui utiliseront certaines commandes qu'on va intégrer petit à petit pour insérer des sources de données, des conditions limites, des données SIG, etc. Donc, on a parlé du run, ça va être mon fichier de contrôle principal. On va parler des composantes du modèle. Donc, on va trouver un certain nombre à nouveau de fichiers texte, on détaillera ce qu'il y a dedans, et surtout des éléments SIG qui sont la structure de nos modèles. Donc, l'intérêt de tout ça, même si ça semble un peu brut au démarrage, c'est qu'en réalité, un modèle TouFlow s'intègre très très bien dans une structure SIG existante. Parce que finalement, un modèle TouFlow, c'est d'un côté les fichiers texte et de l'autre côté des fichiers SIG au format standard, donc soit du shapefile, tout ce qui va être vectoriel, c'est du shapefile ou du geopackage. Moi, j'ai fait l'exercice avec un geopackage, avec un shapefile, pardon, parce que c'est un peu plus simple au démarrage pour comprendre ce qu'on fait. Maintenant, on opère quand même une bascule de plus en plus sur nos modèles, sur des geopackages qui permettent d'avoir tous nos composants de modèle dans le même geopackage ou dans des geopackages thématiques, vecteur, raster, résultat, etc. Et qui apportent aussi des fonctionnalités de suivi de version qui sont plutôt intéressantes. Donc, si je regarde maintenant la construction de mon modèle, alors, un petit aperçu des fichiers texte. Alors, ça peut toujours sembler un petit peu brut au démarrage, effectivement, l'absence d'interface. En gros, ici, vous avez les composants principaux de mon modèle. On a notre fichier de configuration principal, ce qu'on appelle le TouFlow Control File, avec certains blocs de commandes. C'est générique, hein. Ce qui fait que, généralement, sur les formations de prise en main, on part d'un fichier vide pour comprendre tout ce qu'on aura mis dedans. Les modélisateurs qui commencent un peu à être expérimentés en TouFlow, généralement, ont un modèle de tous leurs fichiers de configuration avec des commandes qu'on va activer, désactiver au besoin via des commentaires. Ça, c'est plutôt souple, surtout pour des opérateurs qui ont l'habitude de faire un peu du code. C'est très, très rapide d'activer ou désactiver ce dont on a besoin.
en avançant. Donc ici, vous avez le fichier principal, ça c'est vraiment la colonne vertébrale de notre modèle, qui va renvoyer vers différents fichiers. Donc la structure de nos modèles, tout ce qui va être géométrique, c'est qu'on va appeler le TGC, Geometry Control File, alors, il se trouve ici, qui va avoir certaines commandes, on va les détailler ensemble. On va avoir des fichiers de configuration de conditions limites, donc soit des conditions limites appliquées à tout notre modèle, ça va être le cas des plus génériques, appliquées de manière homogène, soit des conditions limites, on va dire SIG, des injections, des zones de pluie localisées, etc. Et un certain nombre de fichiers CSV très basiques qui permettent d'aller définir nos conditions limites et nos fichiers de rugosité, infiltration, etc. Et ensuite, on verra différents blocs de commandes qui, eux, concernent plutôt la partie résultat et tout ce qui va servir à vérifier la bonne santé de nos modèles, donc les checks et les fichiers log. Donc si maintenant je veux commencer à construire, partant du principe qu'on a ce fichier texte, modèle, que généralement nous on fournit à nos clients dans le cadre de formation ou dans la fourniture des licences, comment on va construire un modèle de ruissellement ou plus globalement un modèle 2D qui viendra ensuite. Ici, alors je vais désactiver un peu mes couches de mon petit modèle test fonctionnel. Si je me positionne sur l'emprise sur laquelle je vais vouloir travailler, on a un mode de construction qui est très graduel. C'est-à-dire que d'abord, on commence par définir la. Je commence à travailler sur la partie géométrie et ensuite on verra tout ce qui est conditions limites. Donc la géométrie, on va être sur Touflon, on va être sur un maillage de calcul à maille carrée. On commence par définir ce qu'ils appellent la localisation ou la location. Ça, c'est simplement l'emprise sur laquelle on va définir notre grille. Il faut penser quasiment à un modèle qui va ressembler de base à un raster. Donc cette localisation, on peut la définir de plusieurs façons. Soit on la définit vraiment dans le texte avec une origine. En général, c'est le point en bas à gauche de notre zone d'étude, une emprise de grille et éventuellement une orientation si on veut orienter notre grille. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir directement une emprise qu'on va dessiner sur la carte. C'est beaucoup plus simple. Donc, ça me permet d'introduire aussi, je le disais tout à l'heure, on n'a pas, techniquement, Touflo n'est pas vendu avec une interface. La seule chose qui est finalement facturée, entre guillemets, quand on s'équipe de Touflo, c'est le solver. En revanche, l'éditeur a fait beaucoup d'efforts sur un plugin Touflo intégré à QGIS qui permet de faire une grande partie du travail. Donc, le setup d'un projet, comment ça va fonctionner? On va bien sûr installer notre plugin Touflo. Donc ça se passe via l'installateur de plugin habituel sur QGIS. Alors évidemment, j'ai un petit souci d'affichage, mais il se trouve ici en réalité. Ouais, il m'embête. C'est mon affichage. Et le plugin Touflo va nous permettre de faire un certain nombre d'opérations. Déjà de base, il nous permettra de mettre les bases de notre projet Touflo. Si vraiment je n'ai pas de modèle point de départ sur lequel repartir, ici vous avez une fonctionnalité qui permet de créer. Alors, la petite barre d'outils ici s'installe en même temps que le plugin, tout comme un certain nombre de fonctionnalités qu'on va trouver par là, qu'on détaillera ensuite. Donc si je veux créer un projet Touflo, je peux passer par cette fonctionnalité-là. Bon, il va me demander quelques informations. Moi, c'est déjà fait, je ne vais pas le relancer, mais nom de projet, forcément. Le dossier dans lequel on va travailler, c'est le dossier dans lequel lui, il va créer toutes ses couches par la suite. L'exécutable, cette configuration-là est importante. Au démarrage d'un projet, on essaye toujours de démarrer le projet sur la base de la dernière version de Touflo, qui permet de supporter les derniers ajouts en termes de fonctionnalité ou en termes de nouveautés, on va dire, sur les possibilités, les nouvelles couches SIG. Typiquement, récemment, sur l'hydrologie, on a ajouté le support de l'approche SCS. Donc, si on veut tirer parti de ces dernières fonctionnalités, on ira récupérer l'exécutable en question sur le site directement. Moi, je ne vais pas refaire cette partie-là, parce qu'elle a déjà été faite. Un point important,
quand on fait cette préconfiguration de projet via notre plugin, Flow va générer un certain nombre de fichiers vides. Donc, dans nos modèles, on va le trouver à chaque fois dans le SIG, en fait. On a automatiquement un petit répertoire de modèles qui généralement sont masqués, mais qui permettent d'avoir des fichiers cartographiques qui servent de point de départ pour n'importe quelle thématique de notre modèle. Donc typiquement, moi j'ai fait cette configuration. Maintenant, je sais que je vais devoir définir l'emprise de travail de mon modèle, donc on va aller chercher quelque chose. Alors, les commandes, au départ, on ne pourra pas forcément les inventer, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un exemple. Je sais que pour démarrer, il me faut un fichier de localisation. Donc, je vais utiliser le plugin ToFlow ici pour aller créer ce fameux fichier à partir de mes exemples. Donc ici, j'aboutis à une petite bibliothèque. Donc ça, c'est tous les types de fichiers qui seront exploitables dans un modèle ToFlow. Typiquement, alors, on ne va pas tous les passer en revue, hein, parce que les capacités de modélisation sont assez complètes et assez complexes. Moi, je sais qu'il me faut un 2D code, donc un 2D log, pardon, donc une localisation. Donc, je vais récupérer ce fichier, je vais éventuellement lui mettre un petit nom. Je sais qu'il me faut une emprise, parce que je vais aller dessiner l'emprise de mon maillage. Une fois que j'ai fait ça, je sais que mon, le plugin m'aura généré dans mon modèle le fichier SIG spécifique que je peux commencer à modifier pour créer mon modèle. Donc lui, point de départ, il est vide. On peut le passer en édition. Et donc là, moi, je vais travailler sur ce bassin versant que je connais un petit peu. Et donc, point de départ, la localisation, c'est vraiment une emprise de travail. Donc, de base, je la définis de manière assez large. Ici, je peux mettre éventuellement un commentaire. Mais la seule chose qui est intéressante dans ces attributs, dans ce type de couche, c'est vraiment seulement l'emprise de travail. Donc, je vais commencer à travailler sur cette zone. Voilà. Une petite fonctionnalité qui est assez intéressante avec le plugin de ToFlow, qui fait vraiment le lien avec la modélisation, c'est que du moment que j'ai créé une couche qui m'intéresse dans mon SIG, je peux récupérer directement la commande, si je fais un clic droit, pour l'insérer dans mes fichiers texte. Vous avez ce petit truc qui apparaît. Là, je peux récupérer ma commande et aller lui dire dans ma géométrie, ma localisation, donc mon emprise de travail, je vais commencer par lire cette donnée-là. Donc là, en avançant très graduellement, j'ai défini l'emprise sur laquelle je travaille. Ici, je définis la taille de cellule. Donc là, Flow va interpréter nos fichiers de commande séquentiellement. Donc, il commence par le début, il va commencer à lire l'emprise de travail. Il va dire, tiens, on a une cellule de 4 mètres, donc on va générer sur l'emprise une grille de 4 mètres. Et ensuite, on va définir ce qu'on appelle la zone active de notre maillage. On n'a pas besoin de simuler le ruissellement sur l'ensemble. Il y a des secteurs sur lesquels ça a peu de sens. Donc, la façon de faire dans ToFlow, c'est d'abord de désactiver l'ensemble. Cette commande permet de désactiver toutes les cellules et ensuite on va venir au détail, tracer, on va dire un bassin versant ici, pour activer certaines zones. Donc, typiquement, on va créer ici ce qu'on appelle un 2D code. Donc ça nous permet de mettre un code sur nos cellules de calcul. À nouveau, c'est une région. On va à nouveau dessiner sur le secteur d'études. Et ici, je vais m'intéresser à cette combe. Donc on va définir quelque chose d'un peu large éventuellement. On va déborder pour laisser sortir l'eau. Hop. Bon, pour terminer. Et là, l'attribut est important puisqu'il faut lui donner un code actif. Donc c'est simple, en gros, en termes de choix, on a soit 0, on désactive les cellules, soit 1, on les active. Donc celui-là est terminé. Ce code peut nous servir, alors de base, il nous sert à activer vraiment notre maillage de calcul. Donc, la seule zone sur laquelle on aura du calcul, ce sera mon petit polygone orange. Ça peut aussi nous servir à désactiver certaines cellules. Je sais que j'ai des bâtiments sur la zone.
une des méthodes pour prendre en compte les bâtiments dans le modèle 2D, ce serait de désactiver les cellules de calcul. Donc là, je peux très bien définir aussi des codes sur la base de polygones, qui passeraient cette fois-ci en 0 pour évider mon maillage, de manière assez simple. Donc le 2D code, on l'appelle également. Donc je retourne ici. Cette fois, on a notre 2D code. Maintenant, on va appeler la topographie. Parce que là, notre maillage de calcul, pour l'instant, tout ce qu'il a, c'est une emprise, une zone active. Il n'a pas encore d'information de Z. Le Z, sur notre maillage de calcul, peut venir de grilles, de raster, donc ici le lidar. Ça peut venir aussi de données type mesh, donc des TIN, triangulation. Sur des modèles plus complexes, on peut aussi intégrer des éléments sur couche, typiquement des plateformes, des digues, des choses comme ça, via des objets vectoriels. Ici, pour l'instant, on va s'intéresser seulement à l'intégration du lidar. Donc là, on a des codes assez spécifiques. Alors, un peu de la même façon que tout à l'heure, on a initialisé toute notre zone avec un code à 0 pour désactiver nos cellules, puis en activer une partie qui nous intéressait. Ici, on va quelque chose d'un peu moins plus net. J'active d'abord toutes mes cellules à une certaine cote qui est bidon. Elle ne sera pas utilisée dans la modélisation, puisque derrière, je vais appeler plusieurs grilles. Donc ici, vous voyez que là, je n'ai pas eu besoin de fusionner mes lidars au préalable. Flow est assez souple sur ce point, de ce point de vue-là. Je peux appeler, alors il y a une certaine limite, hein, mais on peut appeler un certain nombre de grilles et de données, et lui va les lire séquentiellement. Du moment qu'on n'a pas de trou entre nos dalles du MNT, finalement, il saura qu'à la fin, il a reconstitué cette mosaïque. Ça, c'est plutôt pratique. C'est-à-dire que je peux aussi pointer, ici, j'ai positionné mes grilles en relatif par rapport à mes données de base de mon modèle. Je peux très bien pointer vers un répertoire commun à tout mon bureau d'études ou à toute la collectivité, du moment qu'elle est accessible par le solver de ToFlow, pour éviter d'avoir à dupliquer toutes les couches. Ça permet aussi de maintenir une base de données de LIDAR, par exemple, et de pointer sur un répertoire spécifique qui contiendrait l'ensemble de mes grilles du moment qu'on les appelle de cette façon. Donc là, on a défini, via ces quelques commandes, l'emprise, la zone active et l'altimétrie de notre maillage. Le dernier élément très structurant d'un modèle de ruissellement, parce qu'on ne parle pas encore d'ouvrage, ça va être d'insérer tout ce qui va toucher aux rugosités. Donc là, ça va être via des fichiers qui s'appellent les materials dans ToFlow. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, si c'est à peu près clair, si c'est peut-être trop rapide. N'hésitez pas à me faire un petit signe dans le chat, ou s'il y a des choses, en tout cas, voilà, qui posent question, n'hésitez pas à me demander. En attendant qu'éventuellement il y ait des questions. Si on s'intéresse maintenant à tout ce qui va toucher à l'occupation des sols, pour l'instant, les constituants de notre modèle, on les a construits à partir de 0. Mon 2D code, il était vide, ma localisation, elle était vide. L'occupation des sols est un peu différente. Je vais partir d'une couche existante, on ne va pas redessiner tous les polygones, ce serait bien trop long, qu'on va vouloir importer dans ToFlow. Donc, si je regarde un petit peu ce que j'ai préparé dans ma couche d'occupation des sols, dans le SCOM, dans ma table d'attributs, alors il y a un encodage qui est un peu pourri, mais on a la nomenclature, le code de niveau. Alors lui, ce qui m'intéressera, c'est le code de niveau 2. La classification de niveau 1, elle est un peu trop grossière. Par contre, la classification de niveau 2, si on regarde les différents types d'occupation des sols, qui m'intéresse bien, on a une dizaine de types. Ça me permet d'être assez fin sur la définition de mes rugosités et de mes pertes au pluie. Donc, pour intégrer ça dans ToFlow, on a deux éléments à renseigner. D'un côté, la délimitation, le découpage de nos matériaux, en tout cas de nos surfaces d'occupation des sols, qui vont se faire via un shapefile ou un package, peu importe. Et de l'autre côté, une table de correspondance. Donc, le découpage, lui,
ça va être un fichier qu'on appelle materials, il ne contiendra que, finalement, un identifiant, ce qui simplifie les choses. Si je vous montre comment on va importer cet élément-là, ici, je pars de mon OSCOM. Le plugin nous permet d'insérer, les attributs que ToFlow va attendre dans une couche existante. Ça me permet de travailler avec ma propre donnée, avec mes propres bases de données, SIG et d'ajouter des colonnes supplémentaires qui correspondent aux attributs ToFlow. J'ai pas besoin techniquement de faire un import, très spécifique à ToFlow. Je peux garder la cohérence de mes couches et seulement ajouter dans ma dans mon dans mes tables SIG, le les attributs que ToFlow va chercher et il ne sera pas embêté par les autres attributs. Donc si je fais l'opération ici, à nouveau, le plugin va aller chercher dans mon répertoire de fichiers, template. Je vais lui dire qu'en fichier d'entrée, je veux mon OSCOM. Je veux un fichier de type matériaux, ici. On va lui donner un petit nom aussi. Et donc une fois que j'ai fait ça, je retrouve mon OSCOM. Je regarde ses attributs. Donc je retrouve bien mes attributs initiaux de ma couche de l'OSCOM. Et en parallèle, j'ai une nouvelle colonne qui est apparue, materials, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ce type de configuration, ToFlow n'attend qu'une seule info de notre part pour chaque polygone, c'est un identifiant qui lui permettra de faire le lien dans sa table. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de parler au micro, parce que comme je n'ai pas testé le son chez moi, je ne suis pas sûr de vous entendre. Donc, si vous posez des questions et que je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Donc, pour revenir à notre materials, ToFlow ici va attendre un identifiant unique pour chaque typologie, qui est un entier. Donc ici, moi, je vais pouvoir récupérer potentiellement mon niveau 2, c'est déjà un entier. Si je travaillais avec de l'OCSGE, par exemple, occupation des sols grande échelle, j'aurais probablement un code qui ressemblera à US ou CS, selon l'usage du sol ou la couverture du sol, plus un code 1, 1, 1, 2, avec des points qui les séparent. Donc ça, on peut le rebasculer assez rapidement dans un code entier qui marcherait. Typiquement, je pourrais avoir les forêts seraient, par exemple, peut-être une bêtise, mais 1, 1, 1, 2, et ça peut être utilisé directement dans mon code de materials. Donc ici, je vais utiliser juste ma calculette de champ pour dire ma colonne de materials, elle reprend simplement mon code de niveau 2. Donc là, on est bon. Mes materials, je vais aller les déclarer dans mon fichier de géométrie. Nouveau. Et je vais les appeler ici. Donc là, j'appelle ce fichier qui vient d'être créé. Alors, je peux lui appliquer un petit style automatique. Il y a le plugin, ce sera plus propre, voilà. Hop. Et ça va définir mon occupation des sols. Donc, appliqué à chaque cellule de calcul en fonction des différents types. Et ici, moi, je voulais intégrer les bâtiments comme plutôt des obstacles qui permettent à l'eau de circuler, mais avec des vitesses très réduites. Ça évite d'avoir des cartographies de ruissellement qui sont pleines de trous, parce qu'on aurait désactivé les bâtiments qu'on les aurait surélevés. Donc là, ce qu'on peut faire, soit on aurait pu intégrer nos bâtiments directement dans notre couche de l'OSCOM, mais c'est souvent un peu laborieux, les découpes sont toujours un peu approximatives. Et ça génère souvent des erreurs et en plus des process d'intersection assez longs et assez plantogènes sur QGIS. Ici, on va utiliser une petite fonctionnalité intéressante de ToFlow, c'est cette approche séquentielle. Quand je vais lire tout mon bloc de materials, je l'initialise par une valeur par défaut. Donc je pourrais très bien avoir défini sur l'échelle de mon secteur d'études que tout ce qui est surface agricole, je le considère comme par défaut, ce sera mon code 1 par exemple, et je ne le mets pas dans ma couche d'occupation des sols, ça allège aussi les shapefiles. Ensuite, j'appelle ma couche générale, et ensuite je peux appeler une couche de bâtiment spécifique qui prendra la priorité pour tous les secteurs sur lesquels il y a un polygone. Donc, tous ces bâtiments. Ça, je l'ai déjà préparé, donc on ne va pas forcément la refaire.
Tout ce qu'on a ici, c'est exactement la même chose, hein. C'est une table avec un type de matériau spécifique pour chaque polygone de bâtiment. Et donc chaque cellule qui tombera sur ces bâtiments prendra la valeur de cette rugosité. Donc ici, ça a été appelé dans mon fichier. Et maintenant, pour finir la configuration de cette partie rugosité et aussi des pertes au niveau des plis, on va aller regarder un des deux fichiers CSV dont je parlais tout à l'heure. Comme je le disais tout à l'heure, la partie vraiment paramètres de rugosité ne va pas se trouver dans le shapefile. Le shapefile ne sert qu'à Excusez-moi. délimiter et distinguer les secteurs. En revanche, toute ma configuration de matériaux va se trouver dans ce CSV. Alors, je vais l'ouvrir avec Excel, ce sera un peu moins vilain. Donc le fichier de matériaux, il va prendre cette forme. C'est standard, hein, vous pouvez récupérer un modèle. C'est bon, j'entends Stéphane. Ah bon, bon, merci. Pour les mailles de calcul, Oui, supposons que sur une maille, il y a plusieurs, rugosités, types de oui, rugosité. Est-ce qu'il y a qu'une seule rugosité qui est appliquée à la maille? non. Ou une pondération, c'est L'approche inframaille fonctionne à la fois sur la topographie et sur la rugosité. Donc effectivement, si j'ai une rugosité ou une maille qui tombe un peu, un pied dans la voirie, un pied à gauche par exemple, effectivement, lui, il va échantillonner l'ensemble et de la même façon qu'il va le faire pour la topographie, en gros, il va définir, pour chaque phase de calcul, une loi, hauteur Manning, en fait. Donc on peut, heu, c'est ce qui nous permet d'être assez serein sur notamment quand on va essayer de modéliser peut-être des petits fossés au milieu d'une plaine, qui auront forcément une couverture très différente de la plaine environnante. Du moment que la le fichier de materials sur l'emprise du fossé définit par exemple que c'est du béton, on aura quand même une prise en compte assez fine, notamment dans le fond du fossé sur lequel on sera que dans le fossé. Schématiquement, on va être au fond du fossé, on prendra la rugosité fossé. Puis plus on montera, plus on viendra aussi capturer des rugosités d'autres occupations des sols qui seront prises en compte dans la loi. Euh, ça fonctionne assez bien. Et ce truc-là est piloté notamment, euh, la fréquence d'échantillonnage, on va dire, elle est pilotée ici. Quand on a SGS, c'est le subgrid sampling. Et en fait, ce paramètre-là nous permet de dire quel est l'échantillonnage sur chaque phase de calcul. Alors ici, 0,25, c'est potentiellement un petit peu bourrin parce que mon MNT ne fait que une résolution d'1 mètre. Mais donc ça, c'est généralement, on essaie de l'ajuster. Par contre, ça me permet de capturer notamment des petites variations de la rugosité. parfait, merci. Donc si je reviens à mon fichier de materials, on a différents paramètres qui peuvent être définis à ce stade. Alors, par défaut, on retrouve notre identifiant. Donc c'est vraiment cette colonne-là qui fait le pivot entre notre shapefile et les paramètres qui seront appliqués sur chaque surface. Ensuite, on a une colonne de Manning. Forcément, c'est le point de départ, c'est ce qui nous intéresse de base dans nos modèles. Ici, pour chaque type d'occupation des sols, j'ai défini un Manning. Là, c'est un Manning qui est fixe. On peut tout à fait définir des Manning variables en hauteur pour chaque type d'occupation des sols. Ça prendra une forme un peu spécifique. Dans cette case, on définira finalement une loi en fonction de la profondeur sur la maille du Manning qui est correspondant. Ça se fait beaucoup dans les modèles de ruissellement pour définir le fait que sur des lames d'eau faibles, on a des rugosités plutôt fortes, relativement. Et dès qu'on arrive sur des lames d'eau un peu plus fortes, on rebascule sur des Manning, on va dire, plus hydrauliques, qui correspondent plus aux tables qu'on connaît. Donc ça, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut le faire. Ensuite, un paramètre qui va nous forcément nous intéresser dans notre modèle de ruissellement, ça va être notamment les pertes aux pluies. Alors, Touflo,
a plein de possibilités pour, on va dire gérer l'hydrologie, distribuée. Parce que là, le but de l'exercice, c'est d'appliquer une pluie sur un maillage de calcul 2D, donc il faudra forcément qu'à un moment donné, on ait une fonction qui, nous permette de passer de la pluie brute à la pluie nette. Donc sur TwoFlow, ça va se jouer potentiellement à 3 niveaux. D'abord les pertes aux pluies, c'est ce qu'on a dans les materials, rainfall losses, qui ont de base un seul format, c'est pertes initiales et pertes continues. Donc ça, c'est des millimètres. Si je prends cette ligne-là, par exemple, je vais perdre en perte initiale 5 millimètres et en perte continue sur ma simulation 2 millimètres par heure. Donc là, je les ai déjà fait un petit peu varier entre mes surfaces imperméabilisées, donc réseau de communication ici, bâtiment, et mes zones de culture, mes zones de forêt. Ça agit sur la pluie. Donc ensuite, tout ce qui est le surplus est transféré au modèle, au maillage de calcul. Ensuite, on a toutes les fonctions d'infiltration que je ne vais pas activer ici parce que le webinaire est forcément limité dans le temps. Et derrière, on peut faire de la vraie infiltration dans TwoFlow. Il y a un fichier qui est très similaire au Materials, qui va être un fichier de sol, dans lequel on va pouvoir définir par type de surface différentes fonctions d'infiltration, donc Greenhand, Thornton, infiltration initiale constante ou SCS, qui celles-là iront un peu plus loin parce qu'elles pourront aussi assurer une infiltration, pas seulement de la pluie qui est tombée sur une cellule, mais de l'eau qui transite sur notre maillage de calcul. On peut aller assez loin dans la prise en compte de ces infiltrations, sachant qu'en bout de chaîne, sur TwoFlow, on peut aussi activer des fonctionnalités d'écoulement subsurface qui vont prendre cette infiltration, la faire transiter de manière avec des modèles qui ne sont pas au niveau des modèles, des vrais modèles d'écoulement subsurface, mais qui permettent de gérer une transitivité hydraulique horizontale, verticale, avec un modèle multicouche, qui permettent à l'eau de ressortir si nécessaire. Là-dessus, on n'aura pas le temps sur le webinaire, mais si c'est des choses qui vous intéressent, on a pas mal de documentation et des modèles tests qui vous permettent de regarder comment ça fonctionne. Donc ici, dans notre cas, on va rester sur quelque chose de très simple. Les pertes seront appliquées directement sur les pluies, tout le reste ruisselle. Et elles sont variables en fonction du type d'occupation des sols. Pour boucler sur ce fichier de materials, on pourrait mettre des espèces d'identifiants de hasard, donc d'aléas, pour aller plus dans le volet cartographie derrière des résultats. Et on peut mettre aussi des éléments spécifiques, notamment des pourcentages de réduction de stockage qui nous permettent éventuellement de simuler sur certains types d'occupation des sols le fait qu'on a suffisamment d'obstacles pour qu'on commence à jouer sur le volume disponible dans les cellules. Ça, c'est des choses des réglages assez fins, mais typiquement, si on veut modéliser, pourquoi pas un champ de capteurs photovoltaïque, on peut modéliser une certaine perte de volume en intégrant un ratio sur cette colonne-là. Ça se fait assez simplement. Et à la fin, voilà, on a un commentaire pour expliquer les surfaces qui nous intéressent. Donc là, mon fichier de matériel, c'est prêt. Donc typiquement, j'ai presque fini la configuration de la partie géométrique. La seule chose qui nous manque pour notre modèle, c'est, en termes de géométrie, une information qui permet à l'eau de sortir du modèle. On est sur un modèle de ruissellement, donc là, j'ai tracé de manière assez large, surtout pour que l'eau puisse passer les crêtes de mes bassins versants. On va définir des conditions limites en bordure, sous la forme de lignes qui doivent être accrochées. Alors là, ça diffère un petit peu des crasses, typiquement. Les crasses, on va mettre le même type d'objet en bordure de nos maillages de calcul pour que l'eau puisse sortir. Les crasses, elles peuvent être définies à l'extérieur des maillages. Ici, on va devoir les accrocher sur notre code. Donc ici, pour y voir un peu clair, je vais désactiver mes materials. Je récupère mon code. Et donc, je vais définir une dernière couche géographique. Ça va être PC, donc Boundary Condition. Vous voyez qu'aussi le petit plugin, il est intéressant dans le sens où il nous fait le lien direct avec le manuel. Chaque objet, vous avez sa description, vous avez la forme de la commande pour l'appeler et un lien vers le manuel. Donc ici, je vais définir des lignes que je vais appliquer en bordure de mon maillage. Hop. Je vais vouloir les accrocher, donc j'ai activé mon petit aimant. Je vais vouloir les tracer automatiquement pour ne pas tracer tous les petits points. Donc,
On va faire quasiment le tour de notre zone ici. Et là, alors les types, on les invente pas, hein, ça viendra forcément du manuel. Nous, ce qu'on va appliquer, c'est une loi hauteur-débit, HQ. Et quand c'est comme ça, alors ici, on travaille sur un petit formulaire parce que parfois, c'est un peu obscur de ne voir que des données brutes comme ça. Nous, généralement, on essaye de livrer aussi un petit formulaire qui facilite les choses. Ici, tout ce que je suis en train de lui indiquer, c'est que on est sur une loi hauteur-débit et je lui définis, comme je lui définis pas de loi hauteur-débit que j'aurais pu lui proposer par ailleurs sous forme de table, je lui indique une pente ici et donc il va calculer une hauteur normale en fonction de cette pente et de ma géométrie locale. Là, ce truc-là devrait suffire pour lui expliquer ce qui doit sortir de mon modèle. Sachant que sur un modèle de ruissellement, ce qui se passe à l'interface, finalement, généralement, nous intéresse assez peu, puisqu'on a essayé autant que possible d'être au-delà des crêtes de notre bassin versant et au-delà de notre zone d'intérêt, notamment sur la partie basse sur laquelle on va vouloir de la l'air. Donc on va appeler cette commande-là aussi. Dans ce coup-ci, mon fichier de conditions limites. Et voilà. Donc toute la partie, on n'aura pas forcément le temps de regarder des ouvrages, mais je pourrais vous indiquer des ressources si ça vous intéresse. On pourra faire aussi un autre webinaire. Toute la partie géographique est quasiment définie. Maintenant, si on s'intéresse à la définition de nos conditions limites, la principale, l'apport de pluie, l'apport dans notre modèle, ce sera de la pluie. Touflo, on a toutes les possibilités offertes par d'autres outils, hein. On peut faire une pluie homogène sur notre secteur d'études. On peut faire des pluies spatialisées sous forme de données grilles, antilope, arôme, etc. On peut définir un réseau de pluviomètres et demander à Touflo de réinterpoler la pluie selon les méthodes classiques, trigeage, distance inverse, etc. On peut définir des zones, c'est assez large. Ici, on va définir une pluie homogène à l'échelle de mon bassin versant, puisqu'il est relativement petit. Donc c'est cette commande-là qui appelle ce truc-là, c'est Global Rainfall, Boundary Condition, BC. Et là, on appelle notre condition limite. Donc je vais vous montrer comment c'est construit, puis après on essaiera de lancer le modèle. Au passage, on peut introduire un petit outil qui est disponible mis à disposition par l'éditeur. Vous pourriez très bien avoir vos propres scénarios de pluie, hein, pluie observée, mesurée, ou pluie de projet, typiquement simple triangle, double triangle, Montana. L'éditeur nous a fourni un petit script qui est disponible gratuitement, qui permet de définir justement des pluies de projet type Montana, simple ou double triangle, en fonction des coefficients de Montana disponibles et de quelques informations qu'on va lui renseigner. Typiquement ici, je vais donner la durée de mon averse complète. Position du pic. La durée de ma période. Alors, le pic, le 1, ça veut dire que c'est centré. La durée de ma période intense. On va réduire un petit peu ça. Mes paramètres de Montana, A et B. Donc ça, il faut en disposer pour définir ça. Et la forme de ma pluie, simple triangle ou double triangle. Ici, il me demande mon répertoire de sortie. Ce qui va me permettre de générer directement mes conditions limites spécifiques à Touflo. Donc, ici, je sélectionne mon dossier, je vais lancer ça. Et donc, il m'aura défini ces deux jeux de données. Donc, du moment qu'on va vouloir appeler des séries temporelles dans notre modèle Touflo, ça va se passer de deux manières. En premier lieu, on appelle ce qu'ils appellent la base de données des conditions limites. Donc ici, je peux avoir un certain nombre de séries. En cas de sources de conditions limites, ça peut être une ou plusieurs séries de pluie, des séries des hydrogrammes, donc des séries de débit, des limigrammes en sortie de mon modèle, etc. Je peux en avoir un certain nombre qui vont se regrouper là. On va appeler la source de ces données-là. Donc ici, j'ai un seul CSV, mais je pourrais en avoir plusieurs. Et ensuite, on va lui indiquer quelle colonne le logiciel devra interpréter. Donc là, je veux chercher
m'appeler Montana, je vais appeler mon CSV Montana et je vais appeler comme première colonne le temps et comme deuxième colonne ma colonne pluie qui a été définie par mon petit outil de génération de histogramme de Montana. Donc, ça ressemble à ça. Et de cette façon-là, j'ai défini quelle pluie le modèle allait appeler. Si la commande, on va la retrouver ici. Ma base de données de pluie déclarée, c'est celle-là. En tout cas, ma base de données, pardon, de conditions limites complètes, c'est celle-là. Et mes boundary conditions, j'appelle mon scénario Montana qui est déclaré dans mon CSV. Donc là, on devrait avoir un petit modèle à peu près complet. Je vais me planter peut-être dans la construction de certains objets, mais en tout cas, on devrait avoir un modèle assez complet. On va essayer de le lancer. Donc, pour le lancer, il y a plusieurs méthodes, sachant que de base, Flow est extrêmement simple en termes de fonctionnement. Techniquement, on n'a pas d'installation pour Flow. Tout ce qu'on va récupérer sur le site, c'est un répertoire avec tous les éléments qui permettent de faire tourner le solver. Le solver, vous en avez deux, simple précision et double précision. Et en fait, ça suffit pour faire tourner le logiciel. Donc, une des options pour lancer les simulations, c'est de créer des petits fichiers de commande batch. Ça, c'est pour les utilisateurs un peu avancés qui veulent automatiser les choses. La version de base, quand on travaille vraiment en mode étude, construction de modèles sur SIG notamment, le plugin va vous permettre de faire tourner le modèle. Alors, désolé, l'affichage a sauté parce que mon zoom n'est pas terrible, mais le plugin est livré avec un petit gestionnaire de simulation qui va ressembler à ça. On configure une fois pour lui dire simplement quel solver on va aller chercher. Donc ça, on le fait quand on va mettre à jour notre solver. Une fois que ça c'est fait, finalement, on a seulement à le mettre à jour quand on met à jour nos solvers. Et ensuite, on va simplement lui indiquer notre dossier de travail. Ça va être généralement le dossier ToFlow. Lui, il va scanner les simulations qui sont disponibles, donc le TCF. Donc dès que j'ai identifié un de mes TCF, je vais pouvoir l'ajouter. Et lui, il va finalement lancer la simulation, nous renvoyer un certain nombre de commandes qui ne sont pas forcément toutes extrêmement intéressantes. Ça, généralement, on le regarde au début pour vérifier que tout se passe bien. S'il n'y a pas d'erreur, de toute façon, s'il y a des erreurs, il s'arrêtera. Il fait un petit pré-processing qui est accéléré dès qu'on a lancé une fois le modèle, puisqu'il aura notamment généré tout ce qui est SGS, donc l'inframail, et il l'aura stocké, donc on n'aura pas à tout refaire. Et ensuite, il va lancer sa simulation. Je sais pas s'il y a des questions le temps que ça se lance. Voilà, là, il est parti. Au passage, moi, je l'ai lancé avec le code GPU, donc sur la carte graphique, qui permet d'accélérer les calculs. Là, ce que j'ai lancé, c'est un petit utilitaire qui permet de surveiller si ma carte graphique est bien sollicitée. Typiquement, on retrouve aussi le même genre de fonctionnalité sur typiquement InfoWorks ICM. C'est quand même des options qui permettent de diviser de l'ordre de 30 à 40 les temps de calcul par rapport à un calcul sur le processeur. C'est clairement pas neutre, notamment quand on travaille sur des grandes superficies. Donc là, le temps que ça tourne, on peut aller regarder un petit peu à quoi ressemble le tracé de notre maillage. Schématiquement, le maillage, vous le verrez dans vos résultats de calcul. En fait, ce qui est assez intéressant sur ToFlow, le maillage est un peu le produit de tout ce qu'on a mis à l'intérieur. À aucun moment, on va façonner le maillage en lui-même. On va surtout mettre un certain nombre d'éléments dessus. Et ce qu'aura produit ToFlow sera une résultante de tout ça. Si je veux aller éventuellement voir à quoi ressemble mon maillage, on le verra dans mes résultats. On peut aussi le voir dans les checks. Vous avez un certain nombre de fichiers qui sont renvoyés par le solver qui vous permettent de vérifier si votre configuration est correcte.
Moi, ici, je vais ouvrir le GRD pour la grille, le grid, qui devrait me permettre de visualiser mon voyage de calcul. Donc ici, on a fait tourner un peu moins de 80 000 mailles sur notre modèle, avec théoriquement, on doit être à une maille de 4 mètres. C'est bien passé. C'est passé mon truc. Pardon. Ma petite règle. Donc, tout est vérifiable via les checks et via le log qui est généré en cours de simulation. Donc là, mon modèle a tourné, on va pouvoir aller voir un peu ces petits résultats. Donc, le plugin, c'est une de ses fonctionnalités principales, au-delà de la préparation de projet qu'on avait commencé à regarder. Je peux lancer le viewer qui, lui, va me permettre d'interroger tous mes résultats. Donc, dans Fichier, je peux aller charger mes résultats. Donc, il y a plusieurs types de fichiers qu'on pourra appeler. Le plus simple, c'est d'appeler directement notre fichier de contrôle et lui se chargera de référencer tout ce qui est disponible en termes de résultats autour de tout ça. Je peux activer ma grille, ce qui est nécessaire. Et ici, je peux aller regarder les profondeurs calculées par le modèle. Alors là, il m'en affiche partout, tout simplement parce on a un seuil de mise en eau des cellules qui est très, très bas. Donc je peux aller jouer sur mon thème. Aller moi-même mettre un filtre à la main qui sera un peu plus réaliste. On va masquer la première tranche. Et comme ça, hop, est-ce que j'ai tout masqué? Là, on voit apparaître, alors je vais peut-être être un peu fort sur les affichages, mais en tout cas, on voit apparaître les profondeurs. Donc ça va être l'affichage dynamique que vous verrez dans vos résultats, qui est directement associé à nos mailles de calcul. Une des possibilités qui est intéressante aussi, c'est que si on regarde un petit peu dans mon fichier texte, il y a un certain nombre de sorties. Donc là, je vous ai mis un bloc de sorties assez complet, donc ça fait beaucoup de choses à regarder. Ce qui se passe ici, c'est que le logiciel nous sort à la fois des résultats variables dans le temps, visibles dans le plugin via des données type mesh, donc c'est le XMDF qui est listé ici, et également des grilles qui sont sorties à une certaine fréquence. En l'occurrence ici, tout ce qui est gris, je lui demande de le sortir que au maximum de la crue. À la fois en résultat classique et en résultat qu'ils appellent haute résolution, qui est tiré directement du SGS, donc de l'inframail. Donc ici, dans mes résultats, dans mes grilles, j'ai automatiquement sorti un certain nombre de rasters. Qui me sortent des données à une maille fine, et qui vont me faire ressortir ici mes voiries, ici mon fond de vallée, à une taille de cellule qui, théoriquement, voilà, sort plus fin que la taille de mon maillage de calcul. Et cette sortie-là est rendue possible par cette approche inframail qui nous permet d'aller capturer des détails plus fins de la topographie par rapport à ce que fera un modèle à maille plate classique. Donc là, vous avez un petit modèle un peu complet. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. C'est peut-être aller un peu vite sur les résultats, sur la configuration. Oui, encore moi. Ouais, Pour le maillage, c'est un maillage, carré. oui, Heu, est-ce enfin, je travaille avec Exras, et c'est pour ça que je vais faire un parallèle avec Exras. Dans Exras, on peut forcer des mailles de calcul à suivre, un cours d'eau, une voirie ou autre.
Oui. Est-ce que, j'imagine que c'est aussi, possible avec Tuflo? Alors ça va être un petit peu différent. Le maillage, il reste carré, tout simplement pour des questions d'efficacité du solveur 2D. L'éditeur a fait des essais et en fait, il s'avère qu'eux, ils ont obtenu la meilleure performance en gardant un maillage carré. Donc derrière l'affinage du maillage, il y a 2 sujets. Il y a d'un côté gagner en précision, en résolution locale et de l'autre côté aller capturer, notamment des points hauts, des choses comme ça, des obstacles. Donc comment on va faire ça dans TwoFlow? Quand on va vouloir plus de précision, on pourra définir un affinage donc qui s'appelle quad tree, donc qui est simplement des subdivisions de cellules. Donc ça marche assez bien, ça marche très, très bien d'ailleurs. En gros, on va définir des polygones avec un niveau de subdivision. 1, 2, 3, donc enfin 2, 3, 4. 2, ça veut dire que j'ai divisé ma taille de cellule de base une fois. Et après, je peux redescendre, redescendre, redescendre. Alors jusqu'à une certaine limite, parce qu'après, on va se heurter aux contraintes numériques et aux critères de courant. Mais nous, c'est assez courant dans nos modèles d'avoir des mailles affinées à une cellule d'1 mètre sur les voiries, par exemple, via cet affinage quad tree, et mailles plus larges dans les zones de production, les zones plates, etc. Donc ça fonctionne très bien pour aller capturer des détails plus fins, pour lesquels le subgrid, donc l'inframail, ne serait pas suffisant. Et ensuite, tout ce qui va toucher plutôt aux obstacles linéaires, aux lignes de forçage, des choses comme ça. Ça, on aura des objets spécifiques qui sont très apparentés aux breakline d'ECRAS. Alors, je ne sais pas si j'ai un exemple dans le secteur, mais si, par exemple, je vois ici que ma voirie peut être légèrement en surélevé par rapport, au au terrain environnant. Si je m'aperçois qu'en regardant mon maillage ici, ma taille de cellule n'est pas suffisante pour bien capturer tout le point haut et pour assurer finalement la continuité entre guillemets «du niveau de protection offert par la route», je pourrais tracer une ligne qui suivra le sommet de la route, qui prendra l'altimétrie de la route et qui viendra forcer tout le long de manière, avec une interpolation, heu, cette altimétrie. Ça se fera soit sur les faces des cellules si je définis un obstacle fin, donc ça on fait ça généralement pour, des murets, des digues, des bords de parcelles, des choses comme ça. Soit on pourra lui imposer une largeur qui impactera, à partir d'une demi-cellule jusqu'à, X cellules selon la largeur définie dans mon obstacle. Donc c'est ça qui va être l'équivalent des approches d'ECRAS. Donc on n'aura pas une déformation du maillage. En revanche, on aura ce niveau de précision, on va dire de prise en compte des obstacles. Et je dirais une des différences aussi avec ECRAS vis-à-vis notamment de ce ce façonnage du maillage, c'est que globalement la performance de calcul n'est pas la même. Ce qui permet déjà de base d'aller sur des tailles de cellules plus fines sur TwoFlow et de capturer naturellement beaucoup plus d'éléments, heu, sans avoir à surforcer le maillage parce qu'en plus, du coup, on s'affranchit aussi des petits problèmes qu'on pourrait avoir sur ECRAS avec les computation points qui sont pas positionnés correctement ou des cellules à plus de 8 faces qu'il faut corriger par la suite. D'ailleurs, ECRAS de base commence, en tout cas la version actuelle, pas la 2025, mais commence sur un maillage à maille carrée, si on ne le force pas. Je sais pas si ça répond à la question? Oui, parfait, merci. Heu, pour celles et ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer de la documentation. Je peux aussi vous passer, pourquoi pas le petit modèle test, sachant que TwoFlow a une version gratuite. Alors là, on sort un peu de la limitation, parce que la version gratuite est limitée à quelque chose comme, je crois, 30 000 mailles, en eau. Mais il suffit de remonter un peu la taille de cellule pour que le modèle reste fonctionnel en démo. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer le petit modèle.